Bonjour les amis, je vous propose une nouvelle vidéo à propos des clés numériques qui sous-tendent tout le codage de l'architecture, et je dirais même le codage universel. Donc cette fois-ci, c'est pas précisément une vidéo qui va montrer beaucoup de choses attractives. Il sera question de beaucoup de nombres, de chiffres. Alors ça peut sembler décevant, on rêve moins que devant des belles images. Mais au niveau des preuves que cela apporte, de la réalité de ce dont je parle, alors là, c'est très important. Voilà, c'est pourquoi c'est un sujet en fait tout à fait incontournable. Et ici, on est sur Google Earth. Vous voyez, donc c'est Versailles. Vous avez les grands canaux, le château qui est là, j'agrandis un peu. Et on va sur les jardins, hein. Vous voyez le carré des jardins. Le château est là. Et on va aller à ce qu'on appelle le parterre du Nord. Ici, pour que vous situiez bien cette zone, hein, avec les bosquets qui sont là, et plus au nord, le bassin de Neptune. On va le retrouver dès maintenant sur une photo. Vous voyez, la dernière fois, dans le dernier épisode, j'avais montré comment on peut distribuer l'alphabet sur les bosquets. Donc ça pouvait sembler un peu tiré par les cheveux, enfin pour certaines personnes en tout cas. Enfin, hélas, pour certaines personnes, les preuves ne sont jamais assez suffisantes. Si ça sort de l'ordinaire, c'est forcément mauvais, hein. Donc en fait, là, ici, on est dans ce qui est révolutionnaire, mais avec des preuves, hein. Une lettre sur des bosquets, quoi, hein, un ou deux bosquets à la fois, et on distribuait donc 27 lettres. Voilà. Et on en avait vu, hein, dans la vidéo L'Atlantide et Versailles, qu'on pouvait tracer une ligne entre les statues de Platon et d'Ulysse, que l'on inversait, et on traversait en fait les lettres du mot Atlantide, au pluriel, hein, parce que c'est au pluriel que l'aspect numérique se faisait avec le nombre d'or. Je vous invite à voir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Ok. Donc il est intéressant d'augmenter les preuves comme quoi j'ai raison de distribuer l'alphabet comme ça, que c'est pas complètement farfelu, que si on obtient Atlantide, c'est pas simplement le fruit du hasard, mais que c'est voulu par les concepteurs. Vous voyez, je vous ai montré il y a quelques instants donc le parterre du Nord. Alors, pas de panique, vous voyez, on va s'apercevoir de quelque chose, à savoir que le nombre 11 ou 22, ce qui est 2 fois 11, est récurrent dans le parterre du Nord. Vous voyez ici la souris en haut. Si je compte les vases qui sont au bord du bassin de Neptune, il y en a 22. Je descends un peu. J'ai des groupes d'enfants qui sont là, sur l'allée d'eau au milieu. J'ai 11 groupes à droite et 11 groupes d'enfants à gauche. Et ben donc il y en a un total de 22. Hein, s'ajoute à cela le fait qu'on distribue sur ces bosquets les lettres E et F. En d'autres termes, les cinquième et sixième lettres. 5 et 6, ça fait combien? Ben, ça fait 11. Donc c'est toujours cohérent. Je continue, je descends un peu, et je constate ici qu'il y a un autre nombre 11. À savoir les statues qui sont là. Il y en a 5 en bas ici, en bas du bosquet F, hein. Il y en a également 5 en bas du bosquet E. Il y a une symétrie. Donc ça fait 10. S'y ajoute la statue qui est là. Le plan notait Apollonius. En fait, à l'origine, disons qu'à la mort de Louis XIV, c'est la statue d'Ulysse qui était là. Voilà, et donc depuis quelques années, ils ont remis la statue d'Ulysse à sa bonne place, hein, d'accord. C'est important parce que Ulysse, c'est la statue qu'on inversait pour obtenir le mot Atlantide, la ligne que je vous ai montrée il y a quelques instants. 11 statues, voilà. Et je descends encore. Si je fais la somme des lettres qui sont ici, A plus E plus F plus J, leur équivalent numérique, hein,
eh bien j'obtiens la somme de 22. C'est 2 fois 11. Alors vous me direz, il reste la lettre K. Eh bien cette lettre, elle fait 11. C'est la 11e lettre de l'alphabet. Donc on constate qu'il y a ici, dans cette zone des jardins de Versailles, une récurrence, une rémanence, vraiment une permanence du nombre 11 ou son double 22. Ça peut quand même paraître bizarre, comme si on voulait attirer notre attention sur ce nombre, pour en faire une sorte de clé de chiffrage. Mais ce n'est pas fini. Voilà. Je prends sur la page Wikipédia consacrée au bassin de Neptune. Je vois écrit « Le bassin de Neptune est composé de 33 fontaines sur 2 hauteurs. » Mais il me semble bien que 33, c'est 3 fois 11. 99 jets d'eau, c'est 9 fois 11. 22 fontaines sur une terrasse, etc. C'est 2 fois 11. Et donc même dans la structure du bassin de Neptune, on retrouve ce nombre 11 qui est discrètement suggéré. Ici, plus bas, j'ai un bassin encore de forme carrée avec une sorte de panneau sculpté. C'est le bassin du bain de Diane et des nymphes. Il y a 11 femmes qui se baignent. Il n'y en a pas 9 ou 12, il y en a 11. Voilà, c'est ce qu'on peut voir ici. Vous voyez, si je les compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, c'est tout à fait comme si les concepteurs du domaine de Versailles voulaient attirer notre attention sur le nombre 11 pour nous dire, tiens, là, c'est pas le hasard qu'on a disposé ainsi. On ne vous l'a pas dit ouvertement, mais quand on s'y penche, eh bien, Didier Coillac a raison de distribuer l'alphabet de la façon dont il le fait, parce que ça s'harmonise bien avec le nombre 11. On avance. Il y a encore un truc stupéfiant, quoi. C'est-à-dire, ça c'est quand même extraordinaire, hein, comme tout ce dossier, j'espère que vous l'avez remarqué. C'est pas banal, quoi. C'est la première fois que quelqu'un découvre ça et en parle. Hein. Ici, je vois le château de Versailles. Bon, je vois son axe, son orientation, hein, mais par rapport à la direction du nord. Google Earth permet tout à fait de vérifier des angles précis, de mesurer. Et bien ici, j'ai 22 degrés, quoi. D'accord ? Le château est décalé du nord de 22 degrés. Donc la série des 11 et des 22 continue. Et si je vais voir plus précisément au parterre du nord, qu'on vient de quitter, on le retrouve. Eh bien on constate que ce parterre, lui, est décalé de 22,15 degrés. Bon, c'est presque 22, quoi. D'accord ? Donc voilà, au parterre du nord, on a déposé secrètement le nombre 11 et 22, associé au fait que ça correspond à l'angle d'inclinaison par rapport aux points cardinaux. Vous voyez jusqu'où ça peut aller, quoi. Alors, on est libre de penser que c'est le hasard, que ça prouve rien, etc. Mais alors là, moi, je suis vraiment pas d'accord. À un moment donné, de retrouver comme par magie le même nombre, il faut bien que ça ait été voulu, comprenez ? Et on avance. Voilà, et maintenant, on va regarder une façade du château de Versailles. Donc ici, on était au parterre du nord, vous reconnaissez, hein, j'agrandis, et bien sûr, il y a l'aile nord du château qui est là. Et on va observer l'aile qui est du côté du jardin, évidemment. Et alors, on se rend compte que, par exemple, il y a en ornementation au bord de la terrasse des pots de feu, hein, c'est-à-dire des vases surmontés d'une flamme. Il y en a 22. Ah, d'accord, c'est intéressant. Et ici, il y a des trophées d'armes au bord de la terrasse également. Il y en a 12. Hein, 12. Il y a 12 amas d'armes et 24 colonnes sur la façade.
C'est 2 fois 12. Ceux qui suivent mes vidéos savent bien que le nombre 12 est une clé importante. Parce que 1,2, c'est égal à pi divisé par phi au carré. Les nombres pi et phi sont toujours très importants pour les bâtisseurs du code, pour ceux qui déposent les messages décryptés. Phi, c'est le nombre d'or. Et on s'aperçoit aussi, si on compte les fenêtres, il y a des séries de 34 fenêtres. 34, c'est 2 fois 17, ce qui introduit une clé dont j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. 34, c'est 2 fois 17, c'est la clé 17, d'accord, qui commence à se faire jour ici. Et donc il y a 34 fenêtres sur les ailes nord et sud, 17 sur les côtés du corps central, vous voyez. Et si on voit du côté de la cour de marbre, il y en a 17 aussi. Voilà, donc il y a une insistance sur le nombre 17. En résumé, il y a une insistance sur les nombres 11 et 17. Et on va continuer notre enquête. Là, on est dans l'allée d'eau. Je reprends ici. Vous voyez, c'est l'allée qui est là. Donc la photo a été prise ici d'en haut et on regarde vers le dragon ici et vers Neptune, le bassin de Neptune ici, quoi, Neptune. Pour ceux qui ne sont jamais allés à Versailles, vous voyez ici. Donc il y a des groupes d'enfants de chaque côté. Comme je le disais tout à l'heure, il y a 11 groupes de chaque côté de l'allée. Plus bas, c'est le dragon, vous voyez. Et encore derrière le dragon, c'est le groupe statuaire de Neptune et sa femme Amphitrite. D'accord. Voici donc un groupe de l'allée d'eau, c'est 3 enfants. Vous voyez, 3 enfants qui dansent. Il y a 11 groupes de 3 enfants. Tout ça pour en venir au fait que si on compte ici maintenant les statues qui sont dans l'allée d'eau, on a 11 groupes plus 11 de l'autre côté, on a 22 groupes de 3 enfants. Alors, attendez, 22 groupes, ça fait 66 statues, quoi, 66 personnages, auxquels s'ajoutent les 10 qu'on a vus tout à l'heure ici, vous voyez la souris, c'est-à-dire même les 11, avec celle qui est en rouge, qui est asymétrique, 66 et 11, 77. Voilà, il y a 77 statues dans les bosquets EF. C'est marrant parce que 77 fois 17, j'enlève la virgule, c'est 2,618 divisé par 2. 2,618, c'est le carré du nombre d'or. Vous voyez, donc tout est calculé, tout est géré. Les concepteurs du domaine de Versailles ne posent rien au hasard, tout est compté à la statue près, quoi, de façon à augmenter la puissance de leur codage. Et on peut constater que 77 plus 33, pourquoi 33 ? Parce que de chaque côté de l'allée d'eau, donc il y a 33 enfants, la somme fait donc 110. C'est 10 fois évidemment le 11, comme par hasard, quoi. Maintenant, regardez bien. Je vous avais dit, je vous avais prévenu que ce serait beaucoup de chiffres, mais rendez-vous compte que là, c'est pas possible par hasard, quoi. Il y a des trucs trop flagrants, c'est trop fort. Il y a une trop grande concentration d'égalités qui surgissent sans que l'on force, sans que l'on triche. C'est pas possible par hasard. Donc ici, il est intéressant de remarquer, encadré en violet, que vous avez les 10 statues ici, d'accord, plus la statue d'Ulysse, qui permettait d'accéder au mot Atlantide. Donc il y a 11 statues en tout. 11. C'est encore 11, c'est encore la clé 11. C'est encore la clé numérique 11 déposée par les bâtisseurs. Voilà.
pour nous faire comprendre quelque chose, et déjà qu'il y a du codage dans l'air. C'est pas possible qu'il y ait autant de 11. Hein. Et si vous regardez maintenant le rectangle en bleu, vous pouvez voir qu'il y a, vous pouvez compter, en fait, il y a 17 statues, quoi. Les 11 ici, groupe de 3 enfants. Les 5 qui sont là, ça fait 16, plus Ulysse, ben c'est la 17e. Vous avez donc les deux clés ici, 11 et 17. Et si on descend encore un peu, on compte les vases qui sont là, plus bas, tout en bas. Et ben on en compte tout simple. C'est marrant, ils ont réutilisé la même tactique, parce qu'on en compte 16, plus 1 qui n'est pas symétrique, mais donc qui permet d'arriver à 17, à la clé 17. Vous voyez, comme en faisant ça, on a tenu compte de tous les objets, presque tous les objets qui sont là. Et on va terminer cette démarche dans quelques instants. Voici donc le dragon. Voici le bassin du dragon, d'accord, en bas de l'allée d'eau. Alors on pourrait s'étonner, on pourrait se dire, ouais mais là, alors là, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas, il n'y a ni 11 ni 17. Si vous comptez bien les statues, il y en a 9. Il y a 4 enfants chevauchant un cygne. Il y a 4 espèces de poissons monstrueux. Et il y a la statue centrale du dragon. 4 et 4, 8 et un 9. Mais oui, mais alors là, ça marche pas. Alors votre truc là, il n'y a ni 11 ni 17. Alors voilà pourquoi. Et voilà comment on arrive à ce que le bassin du dragon rejoigne le codage de cette façon-là. 9, d'accord. On a laissé de côté aussi les statues qui entourent le bassin de Neptune. Elles sont cerclées de rouge. Il y en a en fait 8, 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. Donc, concernant les statues qu'on avait laissées, qu'on n'a pas encore intégrées dans le code, il y en a 9 plus 8, c'est-à-dire 17. C'est-à-dire une des clés du chiffrage. Donc, tout est calculé, tout est prévu. Hein. Alors, pour être tout à fait franc, si vous voulez, ici, il y a encore la France triomphante, bon, qu'on n'a pas compté. Une seule statue. Bon, alors limite une, bon, au milieu du bosquet, dans le bosquet. En fait, on accostera ça dans un épisode ultérieur. Mais sinon, sur toute la descente du parterre du Nord, voilà, vraiment, on a tenu compte de quasiment tous les objets. Bon. Il y a quelques vases aussi, bon, qui étaient au nombre de 6, bon, je laisse tomber. Alors, une des explications ici. Alors, où est-ce qu'on est ici? Il faut que je vous montre la vue d'ensemble, sinon vous allez être complètement paumé. Hein. C'est tout à fait normal. Ici, retour à Google Earth. Vous voyez le parterre du Nord. En symétrie de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle le parterre du Midi. En d'autres termes, le parterre sud. Et là aussi, vous avez des vases qui sont posés. Et on va s'apercevoir que ça complète tout à fait ce qu'il y a au nord. Voilà. Et donc, là, vous avez 7 vases de chaque côté. Le but ici, c'est de rappeler discrètement certaines clés universelles qu'on retrouve partout quoi, dans le code, qui sont à base de phi et de pi. Le nombre pi résultant de la division du pourtour d'un cercle divisé par son diamètre, et le nombre phi résultant de beaucoup de choses, notamment de la série de Fibonacci, qui est égale, le nombre d'or, phi à 1,618. Et ces deux clés, en fait, sont présentes en associant les parterres nord et sud. Vous voyez, ici, par exemple, vous avez 7 et 7. En haut, on avait 22, vous vous souvenez? Eh bien, 22 divisé par 7, c'est une approximation très connue du nombre pi. 3, 14, 28. Voilà, alors que, évidemment, le nombre pi exactement, c'est 3,14, 16. Bon, mais c'est pas loin, c'est une approximation reconnue, connue, qui permet de... Voilà. Donc avec le 7 qui est ici, évidemment, ça peut faire penser, d'accord, au nombre pi, associé au nombre 22 qui est au nord, en symétrie, de l'autre côté.
Ici, il y a 12 vases. Les 12 vases, ici aussi. Bon, 12 évidemment, c'est la fameuse clé de pi divisé par phi au carré. Je ne tiens pas compte de la virgule. Les codeurs adorent les nombres composés comme ça de pi et de phi. Vous avez par exemple la coudée qui est utilisée aussi bien pour bâtir la grande pyramide, la coudée royale de 0,5236 mètres, coudée que vous retrouvez dans l'Occident médiéval, des millénaires plus tard, miraculeusement. Voilà, les codeurs. Ici, donc le nombre 12. Et si je descends tout en bas, je vois 14 vases. Alors bien sûr, les vases ne sont pas gigantesques, ouais, mais ils sont là. Il y a bien 14 vases, 7 de chaque côté de l'allée, et de l'autre côté aussi, 14. Quoi. Pourquoi? Eh bien, par rapport à la clé 11, qu'on a vu tout à l'heure, 14 divisé par 11, ça fait racine de phi, la racine du nombre d'or. Ça, c'est une fraction, un nombre qu'on retrouve très souvent. On peut même dire que 4 divisé par pi est égal à 1,273. Donc, ça colle aussi, quoi. 14 divisé par 11, c'est tout aussi bien la racine du nombre d'or que 4 divisé par pi. Voilà. On avance. On va voir maintenant quelques exemples que j'ai déjà mentionnés à droite à gauche, mais ça vaut vraiment le coup de récapituler. Et donc, ici, ce sont les prophéties de Nostradamus. Nostradamus a écrit son livre comportant des quatrains énigmatiques, tout le monde le sait. En fait, ça ne veut rien dire. On peut s'efforcer de faire coller ça avec l'époque actuelle. Bon, c'est pas vraiment convaincant parce que les preuves manquent. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des aspects chiffrés numériques qui, là, sont incontestables. Et donc, il y a 942 quatrains dans son livre, Nostradamus. C'est en fait 3 fois 314 quatrains. 314, évidemment, c'est 100 fois pi. Nostradamus était un mathématicien, c'est connu, c'est reconnu. C'est pas moi qui l'invente. Donc Nostradamus, toujours dans les prophéties, en quelque sorte, il y avait 1000 quatrains théoriques, puisqu'il dit je vais écrire 10 centuries de 100 quatrains, ça devait faire 1000, mais en pratique, concrètement, il n'y en a que 942 qui sont écrits. 1942, c'est pi sur phi, d'accord? La virgule enlevée. Vous voyez le truc? 1000 théoriques, plus 942 quatrains réellement écrits, 1942, c'est pi divisé par phi. Les deux nombres qu'affectionnent nos codeurs de différentes époques, voilà, dans une association, voilà, l'un divisé par l'autre. Il y a la plaque de Louri, il faudrait voir ou revoir peut-être ma vidéo sur cette plaque, description, des décodages d'une inscription ancienne, dépôt alien. Voilà, et vous avez la plaque ici, de la Renaissance. C'est quand même, bon, ça dit quelque chose en clair, on ne va pas s'y attarder. Je vous conseille de voir cette vidéo, surtout si vous ne l'avez pas vue. Parce que là, il y a un décodage réel, formel, c'est là, quoi. On peut fermer les yeux, mais le décodage sera toujours là, vous voyez? Voilà. Et donc là, j'avais posé les lettres LE et LI. Parce que ça reconstitue 3 mots-clés du moyen français. La LI, LIE, c'est le dépôt au fond des liquides. Donc l'idée d'un dépôt. Lu à l'envers, ça fait eil, qui signifiait autre chose, autrement. D'accord? Donc intéressant aussi comme signification.
Et sinon, oui, lié, L-I-E avec un accent, ça signifiait caché. Donc il était bien question ici, enfin peut-être d'un dépôt caché, surprenant, qui est autre chose. Bon, et donc la démonstration, je me demandais s'il y avait ici, c'était disposé avec des intervalles de lettres, disposés pas n'importe où, mais qu'on pouvait valider, prouver le fait que ça avait été soigneusement calculé sur le papier. Voilà. Donc on calculait que je restitue ici les groupes de LE, LI, je mets les intervalles de lettres, je les ai comptés, je les replace en bas. Donc voilà, au milieu j'ai 2 fois 11, à gauche au total j'avais 66, à droite je totalise 25. Bon. Je vois que 66 divisé par 25 fois 2 fois 11, ça fait 0,12. Hein, voilà. C'est la clé. Pi divisé par phi au carré. Eh ouais. Même utilisé sur le codage d'une plaque. Hein. Parce que le codage fait 1, le code est 1. Les gens qui codent, que ce soit un tableau, un château, une cathédrale, une inscription gravée, de toute façon, ils connaissent, ils utilisent les mêmes clés. Hein. C'est toujours les mêmes outils intellectuels qui sont utilisés. C'est pi et phi et les composants. Voilà. Évidemment ici la grande pyramide que l'on voit sur un côté en coupe. Eh bien le grand triangle est formé de 2 petits triangles rectangles de proportion 1 racine de phi, phi. Voilà, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est évident. Je prends les nombres donnés par les égyptologues, hein, c'est-à-dire ici 220 coudées de largeur, 440 en tout, toute la largeur. En hauteur, la grande pyramide mesure 280 coudées. Si vous divisez 280 par 220, vous obtenez le même résultat qu'en divisant 14 par 11, qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? Et vous obtenez 1,272,7. Ah. Les clés de codage sont toujours les mêmes, utilisées à toutes les époques. Et maintenant, nous avons la chambre du roi, improprement appelée comme cela, parce qu'on n'a pas découvert de tombe, hein, on n'a pas découvert le corps du roi. Je dirais plutôt la chambre haute, sans parler d'éventuelles chambres cachées, hein, qu'on n'a pas encore découvertes. Il y a largement beaucoup de volumes pour en cacher plusieurs. Voilà, vous avez si vous faites le périmètre de cette chambre du roi, vous obtenez 3,1416 décamètres. C'est marrant quand même. 3,1416, ben c'est pi, c'est pi. J'emprunte cette figure au livre de Jacques Grimaud, hein, La révélation des pyramides, tome 1. Et si, en bas en bleu, si vous faites le périmètre en enlevant un petit côté, vous obtenez 2,618 décamètres. Donc 2,618, c'est le carré du nombre d'or. Vous voyez, aucun hasard. Je veux dire, c'est même pas à peu près ça, quoi. C'est-à-dire que toute la structure de la chambre, de 10 coudées sur 20 coudées, de 0,5236, ça mène à ce résultat. Bon, il y a un égyptologue, je crois que c'est Jean-Philippe Loher, qui avait dit, ouais, c'est 0,5235. Et pas 3,5236. Bon, vous imaginez, enfin, ça change quasiment rien, quoi. Hein. Voilà. Et on avance. Et maintenant, on se retrouve ici, avec une image qui est extraite du film de Marc Bielli, L'énigme des rois de France. J'ai participé, bien sûr, à l'élaboration du scénario. Vous avez ici un dessin du château de Chambord. Vous retrouvez la même chose, le même type de procédé géométrique, mathématique, puisque si le donjon fait 44 mètres de côté, vous doublez cette largeur, vous avez 88, et la hauteur sommitale du donjon,
c'est 56 mètres. Eh bien, si vous divisez 56 par 44, vous réobtenez, je veux dire, la fameuse fraction qu'on vient de voir déjà de 14 onzièmes, ou de 220 coudées pyramidales divisé, enfin l'inverse, 280 par 220. D'accord? C'est-à-dire, ça donne la racine du nombre d'or. Voilà. En plus, ici à Chambord, ils se sont arrangés pour choisir des nombres entiers de mètres. Donc le mètre n'existait pas officiellement, mais il existait réellement, concrètement, quoi, parce qu'on le retrouve. On n'a pas de document qui le dit. Ce sont les monuments qui témoignent. C'est la pierre qui le dit, avec des spéculations intellectuelles très simples. C'est comme ça qu'on prouve quelque chose. Hein. Et donc vous prenez ce triangle, vous le multipliez par phi au carré, vous obtenez la grande pyramide. Ce qui est marrant, c'est qu'on part de deux nombres entiers en mètres. Hein. Donc 88 mètres et 56 mètres de hauteur d'accord. Voilà. C'est très bien calculé. Ici, on peut voir la galerie des glaces, le plafond. C'est pour montrer que il y a beaucoup de petites surfaces décoratives et en tout, dedans, 27 tableaux au plafond de la galerie, peints par Charles Lebrun et son équipe. Voilà, vous avez 27 tableaux. C'est intéressant parce que il y a 27 cases, donc tableaux dans la galerie des glaces au plafond, et 27 cases également, lettres distribuées dans les jardins. Il y a une équivalence comme ça, galerie des glaces, jardin. C'est évidemment pas le fruit du hasard, c'est fait volontairement. On avance. Ici, voilà, on revoit les jardins de Versailles. On a distribué les 27 lettres. On peut remarquer que cette distribution est assez harmonieuse. Elle tient bien compte des bosquets, de la répartition. Hein. J'avais réfléchi à ça un certain temps et en fait, c'est pas mal, quoi. On devait vraiment arriver à cette conclusion. D'autant plus pour faire coïncider la lettre Q, la 17e, la clé 17, sur la galerie des glaces sur le château. Voilà, ça c'était un point d'amarrage qu'il fallait obtenir. Et à ce moment-là, vous obteniez Atlantide en diagonale, hein, entre les deux statues de Platon et d'Ulysse. Hein. Vous pouvez voir ma vidéo, l'Atlantide et Versailles. On pouvait extraire de cette idée de coïncidence entre les lettres et les jardins une grille théorique, abstraite, à gauche. C'est pareil, elle tient bien la route, puisque, vous voyez, le A du bassin de Neptune, bon, il n'est pas en dehors de la grille, il est dedans. Donc il y a des cases où il n'y a pas de lettres, et après arrive le A, la première lettre, et ensuite B, C, D, E, F, ben c'est logique. C'était logique de faire comme ça, et si on descend tout ici la colonne, au sud du premier A, voilà, il est logique de faire ainsi. Au PQ, par exemple, ici, UV, Z, et le bassin en bas, A. Donc cette grille a une certaine valeur, hein, elle s'impose d'elle-même, avec des cases où il n'y a pas de lettres, des cases vides. Cette grille théorique a 28 cases. Dans les jardins, il n'y avait que 27 cases. La moyenne entre les deux, c'est 27,5. Si je divise par la clé 17, j'obtiens 1,618. C'est phi, c'est le nombre d'or. On regarde maintenant. Là, si vous n'aimez pas les chiffres, aujourd'hui, vous êtes servi. Hein. Mais vous voyez que tout ceci résulte de spéculation intellectuelle. On voit les objets, on essaie de se demander est-ce qu'il n'y a pas un message codé dedans, dans l'état des choses tel qu'il est. Étant donné en plus, depuis l'époque de Louis XIV, ça a été, de toute façon, c'est resté identique.
Mais si quelque chose a changé, ça a été changé par le fait de gens qui connaissaient le code. Donc en fait, bon, le code est toujours là. Voilà. Et on se rend compte que oui, le hasard n'explique pas tout ceci. Il y a bien anguille sous roche. Alors, on a donc trouvé deux clés. La clé 11 et la clé 17. Or, dans les jardins et dans la galerie des glaces, il y a 27 cases. La case centrale, c'est donc le 14, qui est au milieu. 14. On remarque déjà que 11 et 17, ces deux nombres, sont à égale distance du milieu. Ils sont en symétrie sur le déroulé des nombres. Ah d'accord, ils ont fait comme ça alors. Sinon vous voyez que 12, ici, la clé intemporelle, universelle, voilà, que vous retrouvez partout. En parallèle, si vous voulez, avec la coudée. Tout ça, c'est lié. Cette clé est en symétrie avec le nombre 16. Ben 16, c'est le nombre d'or. C'est 1,6 en deux chiffres. Voilà. Nos deux clés, plus bas, sont liées ensemble. Il suffit de diviser l'une par l'autre. Et vous avez 4 fois 0,1618. C'est bien précis en 4 chiffres. C'est 4 fois phi. Voilà. Marrant quand même. On avait deux clés. Voilà. Leur division donne 4 phi. Quelle coïncidence. Mais alors là, quelle coïncidence extraordinaire, quoi. Comment on obtiendrait ça par hasard? On ne peut pas l'obtenir par hasard. On l'obtient comme ça parce que ça a été calculé sur le papier. Donc, enfin, quitte à me répéter, mais bon, de dire les choses qu'une seule fois, c'est dangereux parce que des gens préparés peuvent comprendre la première fois où on le dit. Des gens qui seront plus loin ne vont pas comprendre. Donc, le dire d'une façon un petit peu différente, sous un angle un peu différent. Voilà. On a des gens les concepteurs du domaine de Versailles, des intellectuels, des mathématiciens, ils calculent sur le papier tout avec des nombres, avant même de poser une seule pierre, si on veut. Et ils se disent comment on va faire. Ils établissent toute une grille numérique, ils sortent certains nombres, ils ont beaucoup bossé, cherché, ils en ressortent des idées comme ça, conceptuelles, mathématiques. Et ils se disent, voilà, il va falloir maintenant, dans la construction proprement dite, dans l'établissement des jardins proprement dit, appliquer ces concepts, ces idées, pour que ces nombres-là ressortent, soient codés, que ça ne se voit pas trop vite non plus. Le code est toujours un petit peu difficile. Il ne se laisse pas deviner si facilement. Voilà ce qui commence à se passer. Vous pouvez voir ici que le nombre 17 est encadré bien sûr par 16 et 18, et que le nombre phi, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est 16, 18. D'accord, 1,618, c'est 16, 18. D'où le grand intérêt de la clé 17 également. D'accord, voilà, comme par hasard, quoi. C'est magique, c'est merveilleux. 17 est encadré par le nombre d'or. Et donc, Atlantide, ça faisait 105 Atlantides obtenus sur les jardins. Avec les deux statues d'Ulysse et de Platon, on traçait une ligne entre ces deux statues. Voilà. Par rapport aux lettres qui étaient traversées, si on faisait les sommes des lettres, d'accord, A égale 1, B égale 2, C égale 3, on obtenait 105. C'est 17 divisé par phi, à une poussière près. La clé 17 divisée par la clé phi. Et on avait également que 28 fois 105, 28, mais c'est 2 fois 14, à la case centrale. Je la double, 28 fois 105. C'est l'inverse de 2 fois 17. D'accord ? Tout se tient, tout est cohérent, aucun hasard. Voici le plafond de la galerie des glaces. Voilà, c'est pour vous donner une idée si vous ne connaissez pas. Et la voici tout à fait schématisée. Je regarde où sont
je regarde où sont les portraits de Louis XIV. Vous voyez, donc d'abord les nombres en bleu. Dans chacun des cases ici centrales, il y a le portrait de Louis XIV. Notez que la case centrale, donc c'est 14, comme Louis XIV. C'est-à-dire que le roi s'investit. Louis XIV s'investissait dans le code qu'il déposait. Il était le décideur suprême qui avait tout le pouvoir. C'était son château, sa création. Lui, désigné par Dieu pour guider la France. Voilà, donc il participe au code. Il investit son personnage dans le code. Et la somme des nombres en bleu, là où est présent le monarque, fait 154. C'est 2,618 divisé par 17, c'est-à-dire phi carré, divisé par 17. Ce nombre 154 a aussi une jonction avec la clé 11, puisque 154 divisé par 11 est égal à 14, le nombre central. Vous voyez, tout est calculé, tout est OK. Louis XIV est dans le codage. En vert, on a deux portraits de Louis XIV qui sont en périphérie. On peut voir qu'ils ne sont pas groupés avec les portraits qui sont symbolisés en bleu. Ils sont séparés par une travée, où il n'y a pas de portrait de Louis XIV. C'est pourquoi on ne les a pas comptés dans le groupe des bleus. Il y a une autre raison forte pour laquelle on ne les a pas comptés. On va le voir dans quelques instants. On peut voir que donc la somme de ces deux nombres, 5 et 23, e tableau, ça fait 28. C'est normal en symétrie autour du 14, ça fait le double. Roi Louis XIV, les lettres qui composent cette formule en gématrie, ça fait 173, selon la tactique habituelle, A égale 1, B égale 2, Z égale 26. Voilà, 173. Et alors on a 28 divisé par 173, qui est égal à 1,618. Je passe les virgules parce qu'il y aurait trop de zéros. C'est une formulation simplifiée, plus agréable à lire. Ben, c'est le nombre d'or, voilà. C'est quand même extraordinaire ça aussi. Vous imaginez le nombre de préparations, quoi. L'énorme temps de préparation pour établir tout ça en théorie. Avant de passer à la pratique, il faut passer en revue énormément de choses, réfléchir à des tas de trucs, essayer un paquet de solutions, pour finalement établir que tiens, si on faisait comme ça, c'est comme ça qu'il y aurait le maximum de concentration de codage, et que c'est comme ça donc que l'on va faire. Et ici on voit donc les deux tableaux. Je les avais montrés il y a quelques semaines. Ici, dans la galerie des glaces, le plafond, c'est les deux Louis XIV, les tableaux 3 et 5 et 23. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, oui. C'est extraordinaire parce que vous avez deux portraits de Louis XIV en symétrie. C'est l'historien Milovanovic qui l'a fait remarquer, à savoir que dans les mêmes tableaux, aux mêmes formes, le portrait du roi est aux mêmes emplacements. Bon, il est tourné vers l'extérieur, assis, de profil trois quarts, et il brandit d'une main un foudre qu'il lève en hauteur. Donc ces deux tableaux, bien sûr, forment un couple. On les isole tous les deux. C'est normal. Le foudre, c'est l'emblème de Zeus, Zeus, quoi. Jupiter, en latin. Et donc, voilà. On voit ici un agrandissement, c'est-à-dire que Louis XIV est associé à une divinité. Il est le héros de guerre ici, et c'est la traversée du Rhin dans une campagne militaire que Louis XIV a vraiment vécue. Mais c'est mythifié en allégorie avec la mythologie grecque. Alors vous avez par exemple, on peut s'étonner ici qu'on a la gloire. C'est bizarre, la gloire qui brandit une sorte de couronne d'anneaux, mais dorée. Bon, pour couronner peut-être le vainqueur, glorieux. Mais de l'autre main, elle arbore une sphère armillaire, un instrument d'astronomie.
Là, on voit vraiment aucun rapport avec la gloire. Tous ces tableaux, en fait, sont purement énigmatiques. Il y a, bon, il y a l'explication officielle qui est beaucoup tirée de commentaires qu'on a fait à l'époque de la création de ces œuvres. Les gens ont dit, ah bah oui, ça veut dire ci, ça veut dire ça. À noter que ce ne sont pas les créateurs qui ont dit ce que ça voulait dire. Hein. C'est ni le roi, ni Lebrun. Eux, ils n'ont rien dit. Ils ont dit, voilà les tableaux. Mais on a commenté déjà à l'époque, ah ouais, ça veut dire ça veut dire ça. Alors, la vérité, c'est que c'est tout à fait mystérieux, énigmatique, et que c'est à déchiffrer, à comprendre. Hein. Tout n'est pas clair, tout n'est pas établi comme ça, dans une version qui évidemment est sans défaut. C'est l'art du codage. Il y a une version apparente, et en dessous, il y a la version cachée, secrète, qui obéit à l'intelligence qui est convaincante, cette version-là, pour l'intelligence. Hein. C'est pas j'ai une vision, je machin, non, c'est tout à fait, c'est certain. Un décodage, c'est comme ça. Hein. Ça sert à ça. Voilà, et vous avez d'autres personnages, bon, on pourrait y revenir, quoi, mais c'est pas le propos de la vidéo actuelle. Hein. Donc, donc non, je n'en dirai rien. Et voici le second Louis XIV, vous voyez, dans la même attitude. Il brandit le feu. Voilà, il est assis sur l'aigle de Zeus, Jupiter. Bon, différentes choses que l'on pourrait dire, quoi, hein, mais qui nous feraient entrer dans un autre domaine, un autre épisode. Voilà, et maintenant, il y aura une suite, à savoir que, donc si on revient au parterre du Nord, il y a ce qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez les cases A, E, F, où étaient à fond du 11 et du 17, ce qui expliquait les nombres de statues et de vases et les lettres que l'on plaquait dessus. Eh bien, ça fait ressortir en fait l'eau et le feu, parce que c'est à Neptune, le dieu des eaux, et le dragon qui est en dessous. Le dragon, en principe, dans la mythologie médiévale, si ma mémoire est bonne, il crache du feu. Le dragon est associé au feu, comme la salamandre. Hein. Voilà, donc c'est l'eau et le feu, avec les lettres E, A, F, E, A. Vous écrivez le début des mots eau et feu. Voilà, et donc là, on serait parti pour un nouvel épisode qui aura lieu dans le futur, que je vous présenterai. Voilà, ça mène finalement à quelque chose, et on aura... parce que l'eau, c'est Neptune, le feu aussi, c'est Apollon, hein, le dieu du soleil, c'est le feu solaire. Et le feu, c'est aussi, pour les gens qui ont bâti Versailles, c'est le dieu Pluton. Voilà, et on va s'engager par la suite dans un paquet de déductions qui ne sont plus tellement numériques. Enfin, aussi, mais là, on verra quelque chose d'un petit peu différent. On va échapper au nombre la prochaine fois. Cela dit, je vais faire moins de vidéos qu'avant parce que je voudrais écrire un livre. Je me suis décidé à réécrire un livre. Pas un livre de plus, mais le livre du global, du total de mes découvertes et de mes hypothèses. Bon, voilà. Ça, j'ai envie de faire ce livre-là qui est nécessaire parce que je vois que ma chaîne bloque, ça se développera pas, quoi. Bon, c'est déjà très sympathique tel que c'est, mais c'est vrai que changer son fusil d'épaule, comme on dit, et maintenant passer à l'écriture, faire un livre qui récapitule tout ce que j'ai découvert en plus de 30 ans de recherche intensive, hein, et de trouvailles très fructueuses, c'est vraiment une démarche intéressante. Voilà, je vais me lancer là-dedans. Je vais néanmoins continuer à faire des vidéos. Quand il y aura une vidéo du secret qui va sortir, j'en ferai une sur ma chaîne personnelle. Voilà, les deux vidéos sortiront en même temps. Je vais arrêter de sortir des vidéos juste sur ma chaîne. À la place, je vais commencer le travail d'écriture. J'espère que ça vous branche. C'est intéressant aussi, un livre, c'est un moyen différent, hein, d'expliquer, de faire connaître les choses. Il y a des gens qui lisent, il y a des gens qui regardent les vidéos, il y a des gens qui sont très attachés à la lecture. Le livre, c'est un objet. On aime bien avoir un livre, le mettre dans sa bibliothèque, le consulter, voilà.
le livre du total de mes découvertes, en résumé quand même, quoi. Voilà. Écoutez, je vous donne rendez-vous bientôt, donc, et en conclusion, on peut dire que le château et le domaine de Versailles ne sont pas simplement un lieu où le roi et la cour vivaient, dans un luxe effréné, un lieu où le château est bâti avec un luxe extraordinaire. Pas seulement, c'est pas seulement ça, hein. Euh, il y a aussi une facette secrète de codage, encore une fois, de décryptage. Il y a des éléments là-dedans qui sont chiffrés par deux moyens, hein, en résumé, les nombres, les mathématiques, la géométrie, on compte à ce moment-là, et les, les mots, les lettres. Vous avez pu voir sur ma chaîne que j'ai fait pas mal de vidéos aussi, où je commente des peintures, quoi, hein, de la décoration des appartements. Voilà, là on utilisait le vocabulaire. On s'apercevait que certains mots de l'époque étaient très importants et permettaient d'accéder à des déductions. Mais au niveau des chiffres, des nombres, ben c'est pareil, c'est complémentaire. C'est ce qu'on a vu là dans cette vidéo présente. Voilà, donc le château de Versailles, tout ce domaine, est aussi un lieu de codage. C'est codé, hein, pour déposer des messages très importants, voilà, qui seront utiles bientôt, qui permettront finalement de révolutionner le monde, la société, hein. C'est pas moins que ça, quoi. Ça révolutionnera beaucoup de choses, mais évidemment quand ce sera possible, quand on pourra accéder à cette facette-là, hein. Là aujourd'hui, là, on peut pas, quoi. Voilà. Voilà, portez-vous bien, au revoir et à la prochaine.